va rester avec vous parce que vous venez nous parler du cancer. Donc, la transition est toute trouvée. Dites-nous, vous êtes pathologiste, on parle souvent du cancer et beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui. Et par extrapolation, si on veut parler du continent et du monde, il y a beaucoup de cas de cancer. Quand on parle du cancer, on dit souvent « oh, la fièvre est bonne », comme ça. Dites-nous, c'est quoi le cancer? Nina, je vais d'abord excuser les téléspectateurs de ma voix qui est très enrouée aujourd'hui. Donc j'ai eu une angine un peu aggravée, donc elle n'est pas très agréable à entendre, mais j'espère qu'ils feront l'effort quand même d'écouter. Voilà, donc je m'excuse pour ça, mais voilà. Donc on part d'un truc très vivant qui était le projet de NATO, hein, c'était très vivant. On a fait une transition, voilà, un peu brutale. On arrive au cancer, bon. Mais il faut en parler. Ça fait partie de la vie. Il y a des bons côtés de la vie. On s'amuse. Il y a des mauvais côtés un peu plus difficiles. C'est un peu triste, mais c'est le tout qui fera la vie. Et c'est important d'avoir un plateau comme ça où on peut avoir quelque chose de bon, comme avoir quelque chose de un peu moins agréable. Le cancer, en fait, pour revenir à ça, il fallait vraiment en parler. Et je remercie de nous donner aujourd'hui encore l'opportunité d'en parler. Hein. Parce que c'est vraiment une priorité de santé publique avec des ravages, des répercussions économiques, des répercussions sociales qui ne sont pas des moindres. Des répercussions sociales, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cancers où, quand c'est vu trop tard, le patient finit par décéder. Donc ça perturbe les familles, ça perturbe les ménages. Répercussions économiques parce que plus la prise en charge est tardive, plus le coût des soins est élevé. Donc finalement, ça finit par grever le budget des familles et à appauvrir des sociétés. Donc ces grandes répercussions, rien que ces grandes répercussions, et le fait que le cancer est en train de faire des ravages, en train de s'installer de façon même pas insidieuse. Hein. Avant c'était insidieux, sournois, mais maintenant c'est à l'aise, il s'installe, les gens savent que le cancer existe, on ne fait rien, entre guillemets, je veux dire, on devrait faire plus. Et le cancer est là, dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, comme vous l'avez dit, les gens avaient peur de ce cancer. Est-ce que c'était fièvre bourbonne, effectivement, ou bien c'est une maladie, il ne faut pas en parler, c'est vraiment la mort. Mais jusqu'à présent, les gens pensent comme ça. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne meurent pas de leur cancer, mais jusqu'à présent, les gens pensent comme ça. Et le thème de la journée mondiale de cette année, c'était « Halte aux idées reçues ». C'est que ça veut dire que cancer n'est pas égal à mort. Cancer n'est pas égal à « il faut que je m'enfuis ». Cancer n'est pas égal à des idées forcément péjoratives. Le cancer peut être compatible avec la vie et le cancer est compatible avec la vie. Il faut savoir s'y prendre tôt. Donc c'est important que les gens en parlent, qu'on informe, qu'on sensibilise et qu'on commence à le diagnostiquer très tôt, voire le prévenir, pour qu'on n'arrive pas à un stade aussi dramatique du point de vue économique, dramatique du point de vue social. Surtout un pays comme le Sénégal, où nous n'avons pas beaucoup de ressources. Il faut les redistribuer de façon harmonieuse et judicieuse pour qu'en fait le cancer soit considéré comme une maladie, comme le palu, qu'on peut traiter et reprendre une vie convenable, que ce soit une femme, un enfant ou un homme, convenable. Après un palu, je n'ai pas honte, c'est pas dramatique. Après un cancer, je ne dois pas avoir honte, c'est pas dramatique et je continue ma vie. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et aujourd'hui, on va essayer de débroussailler en fait, l'état des lieux. Donc justement, dans ce projet dont on parle, et on rappelle que par ailleurs, vous êtes membre du conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, mais on entend souvent parler d'Octobre Rose, sachant que la journée est célébrée en février. Qu'est-ce qui en est qu'on parle d'Octobre Rose? On fait circuler un ruban rose. Et en fait, la couleur rose, elle est la couleur qu'on peut dédier au cancer du sein. Le rose, c'est en fait la couleur des petites filles, la couleur de la femme, la féminité. Avant, le rose, c'était les femmes, hein, mais maintenant, voilà. Avec la mode. Voilà, avec la mode, hein. Mais donc, c'était tout juste pour... Rose. Voilà, mais avant, c'est pour ça, donc on avait conçu cette image de rose partout dans le monde. Donc les gens mettaient des petits rubans pendant tout le mois d'octobre pour dire que c'était le mois qui était dédié au cancer du sein.
En fait, chaque mois est dédié à un cancer. Le cancer du corps, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer de foie, ainsi de suite. Mais le cancer du sein a eu beaucoup plus de succès parce que c'est une histoire de femme, c'est une histoire de féminité, ça intéresse les hommes, ça intéresse les femmes. Le sein, c'est pas que pour les femmes, c'est pour les femmes, mais c'est pas que pour elles. Donc, ça a fait beaucoup de succès, le cancer du sein. Et donc, puisque ce sont des organes encore, c'est pour le bébé, hein, c'est pas que pour les hommes aussi. Mais Aïcha, t'as rien dit, mais tu... Juste souri. Oui, voilà, tu as toujours souri, mais tu as souri de telle façon que je te rappelle que ton bébé, là, oui, mais certainement, tout à fait. D'accord. Donc, c'est quelque chose de très important, c'est nourricier le sein. Donc, l'Octobre Rose, c'était le mois où on parlait beaucoup plus de cancer du sein. En fait, puisque ce n'est pas un cancer, c'est des cancers, dans l'idée originale, c'était pour chaque mois de faire une communication, surtout sur un cancer, pour rappeler les différences du cancer du foie par rapport aux différences du cancer de l'enfant, par rapport aux différences du cancer du sein. Mais comme je le dis, voilà, on parle beaucoup plus de cancer du sein, mais surtout au mois d'octobre, qui est le mois qui est dédié au cancer du sein. Et nous savons, comme vous venez de le dire, qu'il n'y a pas que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, mais on a l'impression au Sénégal qu'on parle plus de ces cancers que des autres. Le cancer des poumons, on sait qu'il fait des ravages actuellement, parce que nous avons beaucoup de sujets qui s'adonnent à certaines pratiques qui peuvent emmener à avoir un cancer des poumons. Vous avez parlé du cancer de la prostate. On n'en parle pas très souvent, on en parle rarement parce que ça a l'air d'être un sujet tabou, entre guillemets. À l'initiale, il était question de consacrer un cancer, un mois à un cancer. Mais comment est-ce que vous faites pour renverser la tendance et faire en sorte qu'on parle des autres cancers et qu'on sensibilise également sur les autres cancers? Oui, à l'initiale, ça fait très 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 longtemps où les gens ne parlaient pas beaucoup de cancer, où il fallait en parler. Donc ici, j'en discutais tout à l'heure avec Aïcha, le cancer, le mois d'Octobre Rose, on en profite pour faire des activités, on va revenir certainement, mais les autres cancers, le cancer de la prostate, il n'est pas trop tabou, vous êtes une femme. Mais les hommes, ils sont au courant. Ils sont au courant. Oui, les urologues en parlent, tout le monde en parle. Maintenant, il y a même des congrès qui se sont faits où c'était vraiment le cancer de la prostate, parce que ça fait partie des cancers qu'on peut aussi essayer de diagnostiquer très tôt. Donc, tous ces cancers où les gens peuvent faire un peu de diagnostic très tôt, on en parle. C'est bien d'en parler, mais aussi, si on a une solution, on en parlerait beaucoup plus, parce qu'on pourra régler le problème. Mais s'il n'y a pas de solution, parler pour en parler, ça aussi, c'est pas trop pertinent. Donc, on en parle, mais il serait mieux de parler, de faire beaucoup de communication sur les cancers qu'on peut éviter. Parce que comme j'allais le dire tantôt sur notre plateau, il y a des cancers qui n'existent qu'en Afrique. Et il y a des cancers qui existent plutôt dans certains pays très développés. Donc, nous, on nous dit que le cancer, c'est la première cause de mortalité. Mais les cancers qui nous tuent, nous, ces cancers-là, ils sont généralement gérés. Ils sont déjà, c'est pas ces cancers-là qui tuent les Européens et les Américains. Mais avec le changement de comportement, nous n'avons pas encore réglé le problème des cancers qui nous tuent. Et les cancers, tels que le cancer de l'estomac qui tue beaucoup les Américains, les Chinois et consorts, il était rare chez nous. Mais ces cancers-là commencent à arriver. Donc, on a déjà 4-5 cancers qui sont très meurtriers et on est en train d'attendre de voir arriver de nouveaux cancers, cancers du poumon, les cancers de l'estomac, qu'ils arrivent en masse. Ça veut dire dans 5 ans, 10 ans, on aura tous les cancers. Donc on ne pourra plus échapper. On n'a pas réglé. Au moins, réglons cela avant que les autres arrivent. Pas que les autres vont arriver avec le changement de comportement, les changements alimentaires, les voyages, tout. Ils vont arriver de toute façon. C'est prévu, les statistiques l'ont dit, les experts l'ont dit. Dans 5 ans, 10 ans, tous ces cancers qui sont rares seront fréquents. Alors, si on a déjà 5 cancers qui sont fréquents, plus 5 autres cancers qui vont venir, je ne vois pas quelle famille va échapper. Donc, c'est vraiment un problème crucial. Vraiment, c'est plus un problème de mode. Je vois que des fois, les gens en parlent pour en parler. On parle parce qu'ils ont entendu que les gens doivent en parler. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on soit plus sérieux. C'est un problème de vie ou de mort. Moi, personnellement, j'ai des gens qui sont très proches, des amis, des voisines, des choses. Mais ce problème-là, on le vit tous les jours. Donc, réglons les 4-5 cancers d'ici avant que les autres cancers arrivent. Parce que sinon, on va être débordé. Mais en faisant le répertoriage, quand je vous entends parler, on a vraiment l'impression qu'on en a vraiment une liste.
on a une liste de cancers. Les cancers qui concernent aujourd'hui le Sénégal ou l'Afrique sont principalement lesquels? Répertoriés, on doit en avoir 5 ou 6 ou un peu plus? Les cancers les plus fréquents en Afrique, dans le Sénégal, dans tous les pays moins avancés, et encore très endettés, parce que c'est économique et social. Donc, voilà, on va encore s'endetter si on veut régler ces problèmes-là. Donc, il y a le cancer du col, de l'utérus, le cancer du sein, le cancer du foie, le cancer de la prostate. Ce sont les cancers les plus fréquents. Ensuite, il y a le cancer de l'estomac qui arrive, le cancer du poumon, il y a le cancer des sangs. Tous les organes de l'organisme, tous les organes peuvent faire un cancer. Hein, tout. Il n'y a aucun organe qui peut échapper. Parce que ce sont des cellules. Une fois que la cellule est malade, elle est cancéreuse, elle se multiplie. Et n'importe quel organe est constitué de cellules. Donc, c'est la cellule qui est malade, et au lieu de faire une cellule normale, elle fait une cellule maligne. Et ce n'est pas pour rien que les gens ont dit cellules malignes. Ce sont des cellules super intelligentes, elles ne sont pas bêtes du tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment régler le problème avant que la cellule ne s'installe. Parce que quand tu as pas, ce ne sont pas des bêtes comme les bêtes quand on va faire la chasse, ce sont des bêtes, on tend des pièges, elles tombent. Les cellules cancéreuses, elles ne tombent pas dans des pièges, elles sont aussi intelligentes, elles sont même plus intelligentes que nos cellules de l'organisme qui fonctionnent par réflexe. Donc si on les laisse s'installer, après ce sera très difficile de les faire déguerpir. Hein. Donc tous les cancers sont là, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, mais il y a des cancers qui sont très fréquents. Les autres sont aussi fréquents, mais les autres, le cancer de col, le cancer de sein, c'est vraiment les 2/3 des cancers. Ensuite, le tiers, c'est divisé entre tous les autres cancers, le cancer du sang, le cancer du cerveau, le cancer du poumon, le cancer du pancréas, le cancer du foie. C'est pas qu'est-ce qu'on pense, c'est sœurs. Je vais commencer par Aïcha. Oui, bien sûr. En fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, en fait, les gens ne connaissent pas. On en parle comme ça, mais peu de gens pourraient vous dire aujourd'hui c'est quoi exactement un cancer. D'autres vont vous parler de tumeur, alors que j'ai appris par exemple qu'une tumeur n'est pas forcément cancéreuse, déjà. Et comme disait le docteur, en fait, on n'a pas les moyens. On est dans des pays pauvres et avec les changements d'habitudes alimentaires et consorts et tout ça, il y a d'autres cancers qui n'existaient pas qui commencent à venir au Sénégal. La prise en charge du cancer coûte excessivement cher au Sénégal. Je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait, une chimiothérapie coûtait plus ou moins dans les 3 millions. Imaginez pour quelqu'un qui n'a même pas les moyens de s'acheter une ordonnance. Donc je pense que ce qu'il faudrait le plus faire, ce serait sensibiliser les gens. Comme on dit, prévenir plutôt que guérir. Mais si déjà le diagnostic coûte cher, parce que je sais que pour le cancer du col de l'utérus, il faut faire un frottis, ça coûtait cher. Je crois que ça a été subventionné ou maintenant c'est devenu gratuit. C'est facile. Et donc, il y a les biopsies également qui sont faites dans les cas de cancer et tout ça. Oui. Aujourd'hui, pour ce qui est du diagnostic des cancers, est-ce que déjà c'est accessible? Est-ce que les gens sont au courant justement de ces outils, de ces analyses qui sont mises en place pour diagnostiquer à temps, à moindre coût, pour leur éviter ultérieurement de dépenser des millions et des millions qu'ils n'ont pas forcément pour se soigner. Mais les gens, ils vont dépenser des millions et des millions lorsqu'on leur dira qu'il y aura un cancer. Parce que tant qu'on ne leur a pas dit qu'il y a un cancer, ils ne vont pas dépenser des millions et des millions. Donc, ceux qui diagnostiquent le cancer, ou bien ceux qui envoient les patients pour que le cancer soit diagnostiqué, ce sont des médecins. Les médecins, eux, ils sont au courant de tous les moyens qui existent pour faire un diagnostic de cancer. Les biopsies, ça ne coûte pas cher. Je trouve qu'au contraire, le diagnostic du cancer, c'est ce qu'il y a de moins cher dans la prise en charge. Okay. C'est vraiment moins cher. Le traitement, comme tu l'as bien dit, ça peut coûter 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais un diagnostic de cancer, le diagnostic, il est anatomopathologie, c'est-à-dire notre spécialité. Mais quel que soit le diagnostic, qu'il soit pointu, ça ne va jamais au-delà de 60 000, 80 000. Attendez, quand je dis 60 000, 80 000, c'est un diagnostic très pointu. On t'a dit qu'il y a un cancer. Un diagnostic de cancer, on n'en a pas, ça fait le maximum, c'est 30 000. Donc là, c'est pas cher, on est d'accord? Ça dépend. Alors, non, on diagnostique une maladie, je pense. Hein.
Et donc, il faudrait quand même que la santé, elle a un coût. Oui, parce que si il faut aussi que la population y mette parce que ma santé, c'est ma santé. Je suis d'accord sur ça. C'est ta santé. 30 000 francs, tu vas dire que c'est cher pour une biopsie parce qu'on ne le voit pas. Oui. C'est pas palpable. Mais pourtant, je ne sais pas, un sac, une lunette ou bien des choses comme ça, ces gens qui vous disent que 30 000 francs c'est cher, ils portent pourtant des tissus qui ont coûté beaucoup plus de 30 000 francs. Il faut que les gens aussi acceptent que la santé, c'est pour eux d'abord. Mais si ta santé, tu veux faire aucun investissement, tu connais quelqu'un à l'hôpital, tu es malade, tu vois, tu es, je sais pas, tu es coiffeuse, tu as un salon qui marche très très bien, mais quand tu viens, on te dit 10 000 francs, tu dis, ah non, je connais ma fille, bon oui, tu vois, c'est ma cousine, je ne paye pas. Donc, c'est quoi? Et ta coiffure, ça va te coûter 10 000 ou 15 000. Il faut aussi que les gens sachent que leur santé, c'est d'abord pour eux. Non, si les gens ne veulent pas guérir, ça c'est... Non, parce que sous-développement et faire un effort, c'est différent. Non, en fait, moi, la couche qui m'intéresse, c'est ces gens-là qui sont dans les zones rurales, qui n'ont pas les moyens, il faut le dire, forcément. Même à Dakar, ici, on voit dans certains quartiers des gens qui peinent à assurer un repas dans la journée. Donc, c'est des gens qui vont être malades. Ils vont souffrir, ils vont sentir qu'ils ne sont pas bien, mais ils se disent, ces demi-francs-là, si je les prends pour aller à l'hôpital, mes enfants ne vont pas manger. Il y a des cas comme ça, Vous je suis voyez? d'accord. Donc, c'est par rapport à ces gens-là. Et également, dans les zones rurales, il y a beaucoup de patients qui arrivent à Dakar pour se faire soigner. Ils sont en général dans un état mais critique. Parce que leur première réaction, c'est de se soigner de manière traditionnelle. Ils ont mal, ils ont une protubérance, ils sentent une boule quelque part, ils ont une douleur. On néglige. Alors que le corps humain est un mécanisme mais complexe, mais il envoie toujours des signaux. Il faut donc apprendre à connaître son organisme, connaître son corps, être à l'écoute de son corps. Quand on a mal à un endroit où on n'avait pas l'habitude d'avoir mal, il faut se poser la question, à mon avis. Donc aujourd'hui, les gens doivent être interpellés, selon moi, par leur propre santé. Ça, c'est le rôle de la sensibilisation. C'est ça, la sensibilisation. Il faut informer les gens, leur faire savoir que le cancer, ce n'est pas une maladie honteuse et qu'elle peut toucher tout le monde. Avant, le cancer, c'était une maladie de riches. Et puis... on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les riches, les pauvres aussi commencent. Exactement. Mais par contre, docteur, ce dont j'aimerais que vous nous parliez aujourd'hui, c'est le cancer chez les enfants. Parce qu'on oublie aussi que les enfants sont atteints par le cancer. Et il suffit de se rendre dans les services de pédiatrie, d'aller à Albert Royer. On est confronté à des images mais vraiment poignantes. Et je pense qu'il n'y a rien de plus difficile pour un parent de voir son enfant malade, souffrir, ne pas avoir les moyens de le soigner et de le voir décliner de jour en jour. Est-ce qu'aujourd'hui les gens savent que les enfants peuvent être atteints de cancer? Quels sont les types de cancers qui touchent les enfants en général? Et quelles sont les mesures qui sont prises pour cela? D'accord. Mais permettez-moi, Aïcha, avant de répondre à votre question pertinente sur le cancer des enfants, que je revienne un peu sur tout ce que vous avez développé avant. Parce qu'effectivement, vous avez dit la problématique des gens qui sont dans des zones défavorisées, qui arrivent tard. Elle a dit. Donc, c'est un problème d'information, de sensibilisation. Elles sont arrivées dans un état critique à Dakar. Donc, on a quitté le terme, on était dans le diagnostic. Ouais. Donc là, c'est plus le diagnostic qui pose problème. Là, ce sera la prise en charge thérapeutique qui va grever le budget de cette patiente-là. Donc, on repose le rôle de l'État. Donc, si dans cette zone reculée, il y avait une structure qui avait aiguillonné la patiente à temps, il y avait une structure qui avait essayé de diagnostiquer très tôt, il y avait une structure, ainsi de suite, peut-être que cette patiente-là n'aurait pas besoin de venir à Dakar, ou bien si elle arrive à Dakar, elle n'arrivera pas à ce stade aussi avancé où elle ne pourra rien faire. Et ce n'est pas une question de pauvre, une question de riche, on l'a dit à l'entame de l'émission, c'est même les riches
Après, quand tu as 1, 2, 3 cancers dans ta famille, ça appauvrit la famille, ça va appauvrir la société. Même si on a une prise en charge, quelles que soient les grandes boîtes de Dakar, si ils ont 2, 3, 4, 5 cancers à prendre en charge, à évacuer à droite, à gauche, ça fait quand même des centaines de millions. Donc tout le monde va... Et puis si les gens sont pauvres et qu'ils ont une personne riche dans la famille, tout le monde va s'adresser. Donc imagine dans une famille, vous avez le grand-père qui s'adresse, un neveu, un voisin. Finalement, la même personne qui est riche, là, elle finit par devenir pauvre. Donc c'est une question de prise en charge précoce. L'État, ici, il a un rôle fondamental. Le diagnostic de cancer, j'ai dit qu'il n'est pas cher. Il n'est pas cher parce que si 30 000 francs pour la biopsie, c'est cher, il n'y a aucun médicament qui coûte moins de 30 000. Donc ces gens ne peuvent pas se diagnostiquer. Encore faut-il soupçonner qu'il faut faire des recherches pour savoir si c'est un cancer ou pas, parce que les gens n'y pensent pas. Les gens ne pensent pas directement à un cancer, ils pensent à autre chose. Hein. Ben oui, c'est pour ça qu'on reprend le rôle de l'information, de la sensibilisation, que les gens soient informés. Et hey, si on peut informer, c'est facile. Il suffit que Nina et Consort jouent le rôle, que Aïcha Consort joue le rôle, qu'ils aient des émissions régulières. Les gens, ils regardent, comme à Dakar, il y a beaucoup de télé. Les gens, ils sont au courant de ce qui se passe. Mais le cancer, les gens en parlent sporadiquement. Si chaque fois on en parlait dans les différentes télés, on a même l'impression que c'est une maladie vague qui arrive de temps en temps. Voilà. Alors moi, je vous dis que ça n'arrive pas de temps en temps. Moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, je faisais le diagnostic de cancer 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et c'était un cas qu'on montrait à tout le monde. Mais non, maintenant, le cancer, c'est la routine. Il y a 6600 cas par an au Sénégal. Oui, et encore c'est sous-estimé, oui. Et je ne vous dis pas combien qui décèdent. Donc, dans quelques mois... 5100 décès sur les 6600 cas. C'est ça qui est... C'est l'hécatombe. Et par contre, non, ce n'est pas encore l'hécatombe. Mais l'hécatombe, elle arrive. Elle arrive. C'est comme si on disait que la maison est en train de brûler et qu'on dit, voilà, la maison brûle. Tiens, oui, elle est en train de brûler. Hein. Ah oui, il faut qu'on forme des pompiers. Hein. Vous croyez que la maison, elle va... Quand vous aurez formé vos pompiers, il n'y aura plus de maison. L'hécatombe, c'est des gens qui meurent en série. C'est que dans une famille, il y a 2, 3, 4 personnes qui meurent et qui ont le cancer. C'est qu'on a un cancer de la famille, ça devient une exception. Dans 5 ans, 10 ans, ce sera une banalité. Les gens ont le cancer, ah oui, mais moi... En parlant de famille, je crois que dans certaines familles, il y a des prédispositions. Oui. Donc, on voit souvent dans des familles où il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et il serait bien qu'une personne qui se rend compte qu'elle a un membre de sa famille, déjà c'est suffisant, atteint de cancer, prenne les devants. Il faudrait déjà qu'elle en parle. Oui, déjà. Déjà qu'elle en parle, parce qu'on n'en parle pas. Il faut déjà qu'elle en parle. Je connais plein de gens, les gens connaissent plein de gens qui ont des cancers et que personne n'est au courant. Ils ne sont pas au courant. Voilà. Donc, il faudrait déjà qu'elle en parle. Et qu'elle en parle à quelqu'un qui sait. Parce que tous les cancers n'ont pas de prédisposition. Par exemple, le cancer du côlon, il y a 2 types de cancers du côlon. Les gens disent cancer, mais c'est des cancers totalement différents. Les gens peuvent avoir un cancer de côlon, un cancer de sein, et les cancers de sein de Madame XYZ sont des cancers totalement différents. Les médicaments qu'on devra utiliser, c'est des médicaments totalement différents. Le cancer, il y a 3 composantes qui sont totalement différentes, qui peuvent être totalement différentes. Au niveau du côlon, il y a un cancer qui est transmis de façon héréditaire. Il y a un cancer qui apparaît comme ça de façon sporadique. Il n'est pas transmis. Donc, c'est déjà 2 cancers différents. Donc, il faudrait déjà que la patiente, ou bien le patient, lorsqu'il va voir le médecin qui lui a dit, écoutez, vous avez un cancer du côlon, que ce médecin-là sache déjà qu'il faudrait savoir, est-ce que c'est un cancer sporadique ou bien est-ce que c'est un cancer héréditaire? Si c'est un cancer héréditaire, il faudrait qu'on appelle les gens de la famille. C'est facile pour faire une prévention, mais ce n'est pas comme ça. Le médecin, s'il ne s'est pas trop habitué, il va traiter le cancer du côlon, il traite le patient. Moi, je connais une patiente, je connais un étudiant qui avait eu 3 cancers dans sa famille, 4 cancers du sein, et moi, je l'ai connu au 4e cancer. On s'est rencontrés à l'extérieur, dans un laboratoire, et il me disait, je ne comprends pas, on ne m'a jamais dit de faire un test. Ils ont fait un test, mais toutes ses sœurs avaient le test, il lui restait une seule sœur. Donc le cancer, c'est pour ça, c'est une prise en charge qui est beaucoup plus, qui doit être vue dans un grand angle. Il y a des cancers que les mamans transmettent aux filles, il y a des cancers que les pères transmettent aux enfants, il y a des cancers héréditaires, il y a des cancers sporadiques. Donc c'est quelque chose, déjà, c'est pas un cancer, c'est des cancers, c'est des traitements. Donc c'est complètement différent. Et il faudrait aussi que les gens mais si tu dis d'accord, c'est pas que le fait que les gens doivent parler. Moi, je respecte ceux qui ont un cancer et qui ne veulent pas en parler. Parce que il y a une émission qu'on prépare pour le 8 mars, et il y avait une femme qui disait, docteur, moi, il faut me prendre, hein. Il paraît que les gens sont là, ça passera à la télé. Et elle voulait passer à la télé.
Hein, elle me dit, oui, je passe à la télé et tout. Je dis, non, c'est pas une question de passer à la télé. C'est qu'une fois, est-ce que toi, tu es prête pour quand tu vas retourner chez toi, que tout le monde sache que tu as un cancer? D'assumer. Et elle, c'était de la télé, elle avait tellement impressionné qu'elle n'avait pas pensé à ça. Après, elle m'a dit, oui, oui, que j'ai une coépouse, et que voilà, si elle sait que j'ai un cancer, peut-être que mon mari ne viendra plus faire le tour chez moi. Donc, la société, est-ce que la société est préparée? Donc, c'est bien de dire aux malades, il y a des malades qui peuvent se mettre en avant, que je respecte. Il y a des malades qui peuvent se mettre en avant, que je respecte. Des anciennes malades, c'est encore mieux. Et même ça, je les respecte, parce que elles permettent, c'est un lourd fardeau. Ouais. Parce qu'après, le truc derrière, moi j'ai vu une femme, dès que sa belle-mère a su qu'elle avait un cancer du sein, c'était fini. Parce qu'elle est hors question que son fils mette des millions pour traiter quelqu'un qui va mourir. Pour elle, cette femme allait mourir. Et c'était un cancer qui était tellement agressif, finalement, la jeune fille... C'est dramatique. Donc, c'est dramatique. S'il s'agit de femmes et les femmes se comportent comme ça, c'est de la méconnaissance. C'est de la méconnaissance. C'est ce que je peux dire qu'il faut, voilà, qu'il faut en parler, que l'État en parle, que le ministère de la Santé en parle. Je réponds d'abord à la mitrailleuse, à la question de Aïcha sur les cancers des enfants, rapidement, parce que j'ai dit ça à Diana le temps de parler quand même. Le cancer des enfants, oui, ça existe. Les cancers des enfants, c'est tous les organes qui peuvent faire un cancer. Il y a le cancer du sang, il y a le cancer du rein, il y a le cancer de l'œil. C'est très dramatique, c'est difficile. Les enfants, ils ont 6 mois, ils ont 2 ans, ils ont 1 an. Hein? Donc, ils se prennent en charge. L'unité d'oncologie pédiatrique qui est dirigée par le professeur Morera qui les prend en charge. Il y a un protocole d'accord avec un groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique où le traitement, les médicaments sont gratuits. Les médicaments sont gratuits. Il faut savoir aussi que le cancer des enfants est plus facile à traiter. Parce que comme les cellules ne sont pas encore assez intelligentes, elles sont immatures, ce sont les enfants, elles ne connaissent pas encore les trucs et astuces qu'ils peuvent faire pour échapper aux médicaments. Donc généralement les enfants, comme on dit, dans la cellule des enfants, aussi Khamoul le Baré. Donc, dans le cancer des enfants, généralement, quand c'est bien pris en charge très tôt, on a de bons résultats et il a la dernière fois exposé ces résultats. Ils s'améliorent d'année en année, c'est très bien. Mais la seule difficulté... Justement, en parlant de ça, parce quand on a parlé, moi j'en ai parlé l'année dernière avec un célèbre footballeur sénégalais pour faire en sorte qu'on puisse permettre à ces enfants qui sont à Dantec avec le professeur Morera de voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Quelqu'un m'a dit, mais écoute, c'est pas la peine de te fatiguer parce que souvent ces enfants meurent de ces cancers. C'est tout à fait le contraire, parce que vous venez de nous faire savoir qu'ils guérissent de ce cancer et des différents types de cancers qui peuvent les atteindre. Les premiers résultats que le professeur Morera avait eu quand il commençait, c'était des résultats qui étaient quand même un peu, c'était des résultats un peu pas trop positifs. C'était le début, parce que les enfants arrivaient très tard. Mais je vous ai dit que chaque année, ça s'améliore. Et maintenant, le décès commence à devenir l'exception. Peut-être eux, c'était au début, mais il avait eu quand même le courage de mettre son idée en marche. Il s'est battu, c'était pas évident. Il fallait former les infirmières qui n'étaient pas formées. Il fallait former les médecins qui n'étaient pas formés. Il fallait trouver des médicaments. Ce n'est pas la maladie qui tue. La maladie qui tue 50%. Mais 50%, c'est la prise en charge. Soit c'est mal fait, soit c'est pas fait, soit c'est fait très tard. Mais ce n'est pas la maladie qui tue 50%, ce n'est pas le cancer qui tue. Hein. 50% cancer, 50% prise en charge. Donc si on règle le problème de la prise en charge, on a réglé 50% de la survie. Et si on règle le diagnostic précoce, on a réglé 80% de la survie. Et si on règle le dépistage, on a réglé 95% de la survie. C'est ce que les Européens ont fait. Je pense, 1 minute pour terminer. Un truc qui est un peu intéressant là, c'est par rapport chez les enfants. Je pense aussi s'il y avait les visites médicales à l'école. Hein? Il y a beaucoup de cancers chez les enfants qu'on aurait diagnostiqués un peu plus tôt. Il y a les visites médicales à l'école. Maintenant, demandez quelle visite médicale. Ben oui, mais il y a plein d'écoles où il n'y a plus de visite médicale. Il y a plein d'écoles où, moi, dans mon école, dans l'école de mon enfance, qui était pourtant ici à Dakar et en ville, on avait un médecin dans l'école et on avait un infirmier dans l'école. Et dans le lycée de ma jeunesse, qui était un lycée ici à Dakar et en ville, on avait une infirmerie avec des médicaments et des médecins et des infirmières. Et alors moi, quand j'ai vu une de mes collègues qui a son enfant a eu de très mauvais résultats scolaires, elle s'énervait et qu'on ne savait pas trop, l'enfant n'écoutait pas bien de l'oreille là.
On ne l'a jamais diagnostiquée. Il a fallu que l'enfant arrive en 7e pour qu'on sache qu'elle a eu un problème auditif. Donc la visite médicale, c'est pour ça que l'État a un rôle fondamental. Il ne faut pas attendre la maladie. La maladie, c'est une obligation. Moi, je n'attends pas que mon enfant se fait. Je peux ajouter un beau pot de fleurs bien garni, je le mets dans mon salon, mais si je ne l'arrose pas, il meurt. Après, des fois, si c'est quelque chose que, lorsque ça peut sentir mauvais, je ne sais pas, un truc comme ça, je veux dire que l'État, il ne peut pas attendre qu'on lui dise, voilà, l'enfant est malade, il faut faire ça. Non, l'État doit savoir quels sont les axes que je dois faire pour que les enfants, les adultes, les femmes, les troisième âge ne tombent pas malades. C'est ça la couverture sanitaire. Quel environnement? Quel environnement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il n'y ait pas de maladie? Donc ça doit commencer à l'école jusqu'à, je ne sais pas, les presses ou quelque chose comme ça. Diana? Alors moi j'ai une question, parce que je sais qu'au Sénégal on a un problème sérieux qui est celui de la dépigmentation de la peau. Et je voulais savoir donc s'il y avait un lien entre la dépigmentation de la peau et le cancer de la peau. Et je voulais également savoir si le soleil, le niveau d'ensoleillement, joue un rôle aussi dans l'apparition des cancers de la peau. Et est-ce que ce sont des maladies qui se déclarent fréquemment en Afrique de manière générale? Parce qu'on a tendance à croire que comme on a des peaux noires, on est naturellement protégé des rayons ultraviolets. Donc je voulais que vous nous en parliez. Et également, je voulais parler avec vous du fait qu'on dit souvent que le sport, l'alimentation permet d'éviter de développer des cancers. Parce que j'ai appris que ce n'était pas nécessairement évident. Il arrive que même en étant sportif, même en ayant une alimentation très saine, qu'on puisse développer un cancer. Donc j'ai envie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Merci Diana. En fait, je pense que vous avez posé une problématique qui vous avez même déjà donné un début de réponse. Parce que le cancer de la peau, il est lié au niveau d'ensoleillement. D'accord. Et une peau noire, effectivement, a des cellules qui protègent la peau contre ces rayons du soleil. Et c'est pour ça, il n'y a pas de hasard dans l'humanité. Et c'est pour ça, nous en Afrique, nous avons des peaux noires. Parce que Dieu voulait naturellement nous protéger contre le soleil. Mais puisque nous sommes plus intelligentes que Dieu, et nous avons dit que voilà, nous sommes en Afrique, mais c'est pas grave, on peut se dépigmenter. Finalement, on va faire un cancer de la peau. Les Européens, là-bas en Europe, ils n'ont pas ce problème de soleil. C'est pour ça qu'ils ont la peau blanche. C'est pas pour rien. Je pense que l'humanité a été créée et bien conçue. Et il y a beaucoup de cancers, beaucoup d'autres maladies qui sont dues à l'homme, parce que de toute façon, c'est l'homme qui a détruit. L'homme ne fait que détruire ce qu'on a bien construit. Et donc, les Européens faisaient rarement des cancers de la peau. Et c'était eux qui faisaient le plus de cancers de la peau. Et c'est pour ça, quand ils vont en été, ils s'enduisent le corps d'huile solaire et consorts, anti-UV, pour que le soleil ne pénètre pas et que cet écran-là, qu'on écrit écran total, protège la peau. Donc, l'année dernière, j'ai vu quand je partais dans une piscine de la place, quelqu'un qui était aussi noir que Natou, se mettait d'ultraviolet, de trucs avec ses enfants avant de rentrer. Oui, parce que c'est à la mode. Alors c'est pour ça que les gens, des fois, on copie, on ne sait pas ce qu'on copie. Donc ceux qui dépigmentent, c'est pour ça maintenant à Dakar, on a beaucoup de cancers de la peau. Il y a une association qui s'appelle AIDA, qui est dirigée par le professeur Fatima Tali, et qui parle beaucoup de ces cancers de la peau, parce qu'elle les voit et c'est dramatique. Et c'est pas que le cancer, la dépigmentation, le cancer c'est une partie. Mais il y a beaucoup de diabètes qui sont dus à la dépigmentation, beaucoup d'autres maladies, parce que n'importe quel microbe peut entraîner des dégâts excessivement graves. Parce que tout ce qui protège la peau, on l'a enlevé. C'est comme si vous construisez une belle maison, et vous voyez que vous dites, bon, la maison est tellement belle que j'aimerais que tout le monde sache ce qu'il y a à l'intérieur. Plus de murs de clôture, plus de façade, et voilà, quand tout le monde va admirer la douche. Mais entre la poussière, les agressions et les trucs, je trouve dans quelques années, il n'y aura plus de maison. C'est exactement la même chose. Donc la peau, elle est naturellement protectrice. Et puis si on l'enlève, on s'expose au cancer. Par rapport aux facteurs de risque, parce que le sport, l'alimentation, l'environnement, tout ça, ce sont les facteurs de risque. Et le cancer, en fait, il est dû à plusieurs éléments qui, mis en commun, vont favoriser l'apparition de cancer. C'est une synergie. Très bien, le mot c'est très bien. En fait, c'est une synergie. Donc, un élément pris isolément
c'est rare qu'on peut arriver au cancer. Il y a certains sportifs, j'ai vu un grand sportif, un coureur, on a vu qu'il a fait un cancer. Donc le sport, peut-être que s'il ne faisait pas de sport, il aurait développé un autre cancer. Mais le sport, c'est vraiment conseillé pour réduire le risque de faire le cancer. Vous donneriez un pourcentage de combien à peu près Non, si... de réduction de risque en faisant du sport? Mais si, on ne peut pas vous donner, parce que le cancer n'est pas directement lié au sport. Donc, s'il y avait un cancer, par exemple, il y a certains cancers directement liés, tel que le cancer du col de l'utérus, est directement lié à ce qu'on appelle le papillomavirus. J'éradique le papillomavirus, je diminue le risque de cancer du col. Il y a le cancer, il y a certains lymphomes qui sont les cancers du sang, qui sont dus à un virus qu'on appelle EBV. On éradique EBV, on diminue. Mais le sport en tant que sport, il n'est pas directement lié. Parce que dans le sport, ça développe tes réactions immunitaires, ton organisme peut se défendre, donc tu es plus en forme. Même toi, tu es plus en forme, donc tes cellules sont plus en forme. Donc elles sont plus aptes à se battre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de sport ou bien parce qu'on fait beaucoup de sport qu'on ne fera pas un cancer. C'est un facteur de risque. L'alimentation aussi, c'est un autre facteur de risque et qui est très, très, très grave. À Dakar, on mange tout et n'importe quoi. Et même, ce n'est pas ce qui arrive et qui n'est pas contrôlé, mais même dans notre manière de préparer, on met des épices, on met des je ne sais pas quoi. Le sel. On met du sel, on met du... Comme Aïcha met du safran, on n'a pas le droit de dire le nom. Voilà. Et après, on met de la moutarde. qui s'appelle comme ça, Nina. Non, mais moi, je ne savais pas que le sel pouvait être un facteur. Ben oui, trop de sel, c'est un facteur de risque de cancer de l'estomac. Et ça a été démontré chez les Chinois et les Japonais. Nous, on mange du ketchup, c'est salé. On mange du guègue, c'est salé. On mange des poissons fumés, c'est salé. Plus ce qu'on prend de l'extérieur, plus la façon dont on cuisine. Les condiments. Oui, et puis l'huile, l'huile est chauffée, on met de la moutarde dans l'huile. La cuisson. L'alimentation, elle est saine. Moi, je sais que j'ai une mère qui est un peu avant-gardiste. Elle, de tout temps, elle était contre ça. Donc, l'alimentation, elle est saine. On ne fait pas de friture. Et même quand on prépare les tchébouines et qu'on sort, elle met déjà l'eau. Et on met tout dans l'eau. Elle ne fait jamais frire, revenir le poisson. Ça ne sert absolument à rien parce qu'au retour, à la fin, c'est exactement le même goût. Et donc, chaque fois, on nous dit, pourtant, c'est bien. Et chaque fois, c'est avec plaisir qu'elle me dit, oui, je peux venir vous montrer, parce qu'il n'y a pas de différence. Mais à Dakar, tant que l'huile n'a pas fait tss, et voilà, et on dit, voilà, et qu'on trique au bas, on n'est pas content. On n'est pas content. Il faut terminer sur les facteurs de risque. C'est aussi un facteur de risque qui est important, qui est le tabac. Le tabac. Mais ce n'est pas que le tabac. Parce que je pense qu'à Dakar, les gens disent tabac, tabac, tabac. Tabac, c'est une fumée. Mais il y a beaucoup d'autres fumées qui sont différentes du tabac. Le diagnaïaï avec la fumée. Des fois, tu es devant une voiture où tu es obligé de faire monter tes vitres tellement tu es en fumée. Donc, il y a beaucoup d'autres. Voilà, la pollution, il y a l'environnement, il y a les usines. Donc, battre comme le tabac, c'est fondamental. L'encens. Il y a le turaï. Oui, il y a le turaï. Oui, il y a le turaï. Donc, c'est pas que le tabac. Il ne faut pas que les gens prennent tabac pour tabac. Tabac, on s'en fume volontairement. Mais ceux qui s'en fument volontairement, c'est pas eux seulement qui... De toute façon, ils sont prévenus parce qu'on leur dit abus dangereux pour la santé. Oui, mais eux, c'est pas les seules victimes. Parce que le fumeur passif est plus exposé que le fumeur actif. Parce que l'autre exhale, l'autre inhale. Voilà. La pollution, tu inhales. La dame qui est en train de faire, qui vend sa petite gargote, là, dans un truc où il y a des carapides à longueur de journée, mais la pauvre dame, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle fera un cancer du poumon. Donc, c'est un problème d'environnement. Donc en Europe, quand les gens ont dit oui, lutte contre le tabac, ils avaient déjà réglé l'environnement. Il ne faut pas aussi que les gens se focalisent que sur le tabac et qu'on ne règle pas l'environnement. Et que dans 20 ans, il y a beaucoup de cancers du poumon et qu'on se dit, pourtant on a lutté contre le tabac et on ne comprend pas. Pourtant je ne fume pas. Pourtant je ne fume pas. Oui. Voilà. Pourtant je ne fume pas. Sans savoir que l'encens qui est à la maison peut... Voilà. Donc ce sont les fumées en général qui sont nocives. En parlant de l'encens justement, j'ai entendu un médecin dire la dernière fois qu'en fait, une fois qu'on a allumé notre bon tchouraï et qu'il n'y a plus de fumée, nous on pense que ça y est, c'est fini. Mais que justement, cette fumée-là,
colle au mur et ça reste dans la pièce pendant des mois. Et ce qui rend dangereux, justement, c'est parce que c'est tous les parfums, tous les mélanges qu'on met dedans, les solvants qu'on met dedans, qui ne sont pas destinés à être brûlés et qui sont brûlés. Ce qui fait que c'est très très dangereux, donc... Ben oui. Sujet très intéressant. On pourrait continuer à en parler. Et on va juste terminer avec une préoccupation de Aïcha tout à l'heure par rapport aux soins palliatifs, pour revenir un peu sur le rapport de Human Rights Watch de 2013 qui a parlé un peu du coût de ces soins palliatifs qui pouvaient être beaucoup moins chers et que le Sénégal n'utilise pas du tout. Donc, je ne sais pas quelle est la stratégie pour faire en sorte que ces populations qui n'ont pas accès forcément à tout ce qui est structure de santé à Dakar puissent venir, mais à partir de leur zone d'habitation qu'elles aient accès aux soins, mais aussi sur ces soins palliatifs. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on puisse arriver à soigner certaines personnes atteintes de cancer avec l'argent qu'il faut, pas trop, mais ce qu'il faut, et peut-être ce qu'ils ont. Oui, mais quand on va revenir sur la définition des soins palliatifs, en fait, ça veut dire qu'on a épuisé tout l'arsenal thérapeutique. Tout à fait. Donc lorsqu'on dit soins palliatifs, on ne soigne plus, on accompagne, c'est un accompagnement, on ne peut plus rien faire. Donc pour vous dire que les gens, lorsqu'ils ont dit les soins palliatifs, parce qu'il faut respecter l'individu, même s'il n'y a plus rien à faire, hein, il faut toujours essayer de lutter contre la douleur, de donner un bon environnement. Parce qu'à Dakar, quand tu dis qu'il n'y a plus rien à faire, ils vont te dire, docteur, est-ce que Dino Dundu, est-ce qu'il va vivre? Si tu dis que le cancer, bon, c'est avancé, il faut jamais tous ceux qui devraient acheter les ordonnances, ils vont dire que ça ne sert à rien parce qu'il va mourir. On ne connaît pas l'accompagnement. Parce que déjà, et même les médecins n'osent pas te dire qu'il n'y a plus rien à faire parce qu'ils vont te dire, est-ce que c'est toi Dieu, est-ce que voilà, hein, voilà, de toute façon. S'ils disent ça, c'est qu'il y a peut-être aussi des rémissions de dernière minute, non? Ça n'arrive pas? Oui, mais à un moment donné, on peut philosopher, on peut faire de la philosophie, on peut faire des sciences, mais aussi on peut faire de la théorie, de l'abstraction. Mais la médecine, c'est quelque chose de scientifique, de palpable. On voit. On voit comment l'organisme ne peut plus. On voit comment la maladie a gagné du terrain. On voit que le traitement n'est plus possible. Du point de vue scientifique, ça se voit. Oui. Mais on n'est pas encore arrivé au moment où on vous dit, madame, on peut vraiment rien faire. Moi, je crois qu'il y a une fois, en ce moment, il y a une jeune fille, elle a demandé à un médecin, ce n'était pas dans Dakar, c'était à la périphérie. On lui avait dit qu'elle n'avait rien à faire. C'est une femme qui est très brave, elle est jeune. Son cousin l'a ramenée. Et il a demandé. Bon, les gens n'ont pas voulu dire. Et il a dit ce que le médecin lui avait dit, qu'il n'y avait plus rien à faire. Il voulait la confirmation. Les gens lui ont confirmé. Et la petite, c'est elle qui voulait savoir. Elle disait qu'au moins pendant les 6 mois, les 3 mois, les 4 mois, elle pourra au moins se concentrer à Dieu, faire autre chose. Parce qu'elle sait donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité de savoir et de pouvoir faire face. Les gens, à commencer par moi, on a peur de la mort parce qu'on ne sait pas l'au-delà sera comment. Moi, j'ai peur. Donc, puisqu'on ne peut pas savoir et que ce n'est pas notre rôle, parce qu'il faudrait ensuite écouter, avoir le temps de répondre aux questions, l'assistance sociale, il n'y en a pas assez, les psychologues ne sont pas là. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un... Oui, ça, c'est un point crucial. Oui, l'acceptation de l'échéance. Oui, mais il faudrait... Mais si les gens avaient le temps, les gens, quand ils le disent à l'extérieur, c'est qu'ils ont réglé ce problème. Tu as une assistante sociale, une psychologue qui est là, à qui tu peux parler, à qui peut t'expliquer, mais tu dis, ah d'accord, vous avez un cancer, il vous reste 6 mois à vivre, et j'ai beaucoup de malades, je dois aller amener ma fille chez le dentiste, mais ça ne va pas, c'est pas comme ça qu'on le dit. Donc il faudrait vraiment, avant que les gens arrivent à ça, qu'on ait réglé. Donc les soins palliatifs, c'est très développé à l'extérieur, parce qu'eux, ils ont réglé le problème de beaucoup de cancers. Nous, on est informés, sensibilisés. Nous, on est surtout... Vous voyez comment le Sénégal est en retard. On est dans l'information, les gens, ils ont passé l'information. On est dans accepter la maladie. En Europe, ils ont dépassé ce stade. On est dans est-ce que, jusqu'à la mort. Il y a priorité peut-être aussi. Non, c'est pas une priorité, je suis désolée, c'est pas une priorité. Non, c'est loin d'être une priorité. Ce n'est pas une priorité. Le jour où ce sera une priorité, je pense que tout le monde saura que c'est une priorité. Il y aura les affiches, il y aura les émissions de télé, il y aura les trucs comme ça. Des campagnes. Parce que si ce n'était pas la journée de la femme, peut-être qu'on ne sera pas là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va en reparler peut-être l'an prochain. Ah oui. Heureusement que Nina est une femme. J'en sais rien. En parlant de l'an prochain,
On va y aller rapidement parce qu'on est un peu coincé par le temps. Et je ne saurais terminer sans pour autant vous poser la question, docteur. Ils sont en train, dans tous les réseaux sociaux, on est en train de nous parler d'une plante miracle qui soignerait et tuerait toutes les cellules qui peuvent être à l'origine du cancer. Il s'agit de l'arbre qui produit le fruit corosol. Donc, dites-nous, quand on parle de médecine parallèle, vous dites tout à l'heure que la médecine est très précise, il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ce domaine. Mais, oui. Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, j'en ai entendu parler, déjà, c'est encore par ma mère. Voilà, elle m'a dit, voilà, parce qu'on avait des cas de cancer dans la famille. Et non, parce que moi, je parle toujours chez nous de ce qu'à l'hôpital, il faut vraiment voir. Voilà, j'essaie de racketter les gens chez moi pour donner chez les malades, des choses comme ça. Donc, elle participe, elle met ma famille régulièrement. Et donc, elle a un carasol à la maison et elle a entendu parler de ça. Et donc, elle m'a dit, écoute, il faut venir prendre beaucoup de carasols, des trucs, comme ça, tu vas les donner aux patients à l'hôpital, parce qu'il paraît, oui, je suis d'accord, on peut leur donner, mais ce n'est pas prouvé. Et comme je dis, le cancer, c'est des cancers. Même pour traiter le cancer, il faut des médicaments différents. Donc peut-être que ce carasol-là a donné ses preuves sur un type de cancer. Mais et puis il y a des effets placebo. Voilà. Et est-ce que le cancer, par exemple, le cancer du sein, où il y a plusieurs types de cancers, peut-être que c'est efficace sur un type de cancer, mais il y a au moins des milliers de sous-types. Donc le problème, c'est... Vous ne pensez pas que psychologiquement, si vous y croyez, que ça va vous guérir, que ça va peut-être... Je vous dis que ce ne sont pas des cellules bêta, Diana. Elles vont faire semblant, elles vont t'endormir toi, et pour ce temps-là, elles sont très malignes. On va demander à Aminata Nafi, Natu Design, qu'est-ce que vous pensez du cancer et des différents cancers dont on a parlé tantôt? En fait, je suis tout à fait d'accord avec Nafissatou et je pense qu'il faut sensibiliser les gens, informer. Il faut le faire avant. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard, qu'il y ait plus de cas de cancer pour essayer d'éradiquer ça. Donc je pense qu'elle a parfaitement raison qu'il faut que l'État s'y mette. Docteur, votre dernier mot avant de passer à la rubrique santé? Je vous remercie encore de cette opportunité. Et c'est important que les gens sachent que le cancer existe, que le cancer est en train de prendre de l'ampleur, que c'est une maladie, si tu la laisses s'installer, ce n'est pas par miracle qu'elle va disparaître, que les pouvoirs publics s'engagent. Il y a beaucoup de documents qui ont été écrits par des experts, par des experts en cancéro, mais pratiquement sur le terrain, il n'y a pas encore une réelle volonté. Mais il y a beaucoup d'associations dans la Ligue, il y a beaucoup de bonne volonté, les gens qui le font. Ils le font bien, ils ne le font pas bien. C'est pas encadré, c'est devenu un effet de mode. Mais le cancer, c'est quelque chose de sérieux. Et quand on va aller dans le texte chaque fois et qu'on voit les gens souffrir, 2 morts, 3 morts, 4 morts par jour du cancer, je trouve que c'est quelque chose de très sérieux. On vous remercie. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici.